Moi j'ai ça, mais il va y avoir... Alors peut-être il va falloir que tu Ah oui, parce que ça, c'est ton micro. Un, deux. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Alors, nous allons parler pendant cette table ronde de la question des collectifs de freelance. Nous avons ici trois fondateurs de collectifs de freelance qui vont vous expliquer un petit peu comment ça marche. Étant donné qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main. On se promènera avec un micro. Je crois qu'il y a un deuxième micro qui est ici. Je me débrouillerai pour vous le faire parvenir. Alors, on va peut-être commencer par toi, simplement parce que tu es à ma droite, Louise. Donc, quel est ton collectif et est-ce que tu peux nous dire rapidement qui constitue ce collectif, combien vous êtes et sur quel secteur vous travaillez? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Louise Racine, reviens la micro. Et j'ai cofondé le collectif Loukoum en 2018, qui est un collectif spécialisé dans les médias sociaux, en tout cas dans les métiers des médias sociaux, et qui rassemble aujourd'hui un réseau de 200 freelances dans toute la France, et une communauté, un cœur de communauté, qui s'appelle aujourd'hui le Cube, qui est donc une communauté qui fonctionne au quotidien, qui échange au quotidien sur les opportunités de travail, et on s'entraide aussi beaucoup, et qui est constituée aujourd'hui de 30 personnes, de 20 personnes, 20-25 personnes, ça fluctue un petit peu. Il y a, je crois, des membres dans la salle. Et donc aujourd'hui, pour les freelances, on est avant tout une communauté. On échange au quotidien sur les opportunités, on s'entraide énormément. On est devenus, pour certains, des amis. Voilà, c'est vraiment une communauté de travail qu'on a un petit peu comme la bande de collègues qu'on avait quand on était en entreprise, et ça fait beaucoup de bien d'avoir ça au quotidien. Et donc c'est un réseau soudé qui aujourd'hui a des valeurs et qui se retrouve toutes les semaines, tous les mois autour d'événements. Voilà, donc ça c'est pour notre cœur de communauté. Et on a ce réseau élargi de 200 personnes. Donc je ne peux pas vous mentir, on ne connaît pas 200 personnes, on ne connaît pas tous les freelances de notre réseau. Mais en tout cas, on essaie de rassembler autour de ce projet communautaire et pour proposer aussi des missions. Puisque côté entreprise, on est une agence de recrutement, on fait du recrutement de freelance. Donc ça, c'est notre business, parce que faire une communauté et un collectif, c'est super, mais ça fait 5 ans qu'on fait ça, et au bout d'un moment, il faut aussi qu'on pense business, parce que voilà, c'est énormément de temps de construire une communauté, de la fédérer autour d'un projet. Et donc, côté entreprise, on est des recruteurs de freelance, et donc on vend nos services aux entreprises de toute taille, donc principalement des agences et des annonceurs, pour recruter, identifier le bon talent pour un projet. Voilà, donc on est vraiment à cheval entre une communauté de freelance et un cabinet de recrutement, je pourrais dire. Alors j'ai hâte de poser la question du business model du cabinet de recrutement, des commissions, de l'organisation qui mène les projets, mais je me retiens pour donner la parole à Pauline. Messieurs, oui, mais je l'ai fait dans l'ordre. Mais... Bonjour, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très important, alors qu'en fait pas du tout. Bon, non, pas plus que les autres. Avec ce micro là, tu vois, comme ça là. Bonjour. Tu peux prononcer des sentences avec ce micro. Ah ouais, ouais, un peu juge, truc chelou. Alors, je m'appelle Pauline Tréquesser, je suis la fondatrice du collectif Cosme. Cosme, c'est un collectif de freelance engagé et structuré. On est dédié au branding, à la création de contenu et au web sur mesure et éco-conçu. Nous, on est basé géographiquement du côté de Bordeaux. Et notre force de frappe, elle est en région Nouvelle-Aquitaine, on va dire Occitanie, Grand Sud-Ouest. Nos clients sont des entreprises ou des start-up à impact, des coopératives ou des acteurs de l'ESS et des tiers-lieux ou des coworking. Voilà, donc ça c'est pour la big picture de Cosme, ce qu'on fait chez Cosme. La V1 du collectif Cosme, ça date d'il y a 5 ans et demi, donc avec un engagement très fort qui était celui d'inventer un troisième modèle, une troisième voie à ce qui existait à l'époque. Cosme est né d'une communauté qui s'appelle Freelance à Bordeaux, où on était plus de 2000 freelances sur un groupe Facebook. Et cette communauté, donc j'en étais à l'initiative. Et
Et donc, du coup, c'est fort de ces rassemblements de freelance au tout début du mouvement du freelancing en France. À l'époque, on n'en entendait pas autant parler que maintenant. Il n'y avait pas tous les services qu'on propose aux freelances ou des salons de ce type-là. On était aux prémices et donc on se lançait et c'était Freelance à Bordeaux, un groupe sur Facebook qui nous permettait de nous rassembler, d'échanger entre pairs, d'être solidaires. Et donc voilà, cette idée de cause, mais part de ça, d'une envie à la base d'aider les freelances que je connais à sortir de l'isolement, à se rencontrer, à échanger, à se connecter. Et puis, d'autre part, un peu d'un combat quand même, qui est envie d'inventer une troisième voie à l'existant qui ne me plaisait pas. Les agences traditionnelles ne me plaisent pas à cette époque-là. Agence web, agence de com, voilà. Pour moi, c'était un modèle un peu en perdition. Il y a eu trop d'abus à l'époque, et maintenant toujours. Le freelance est vendu 500 €, on le paye 100 €. Bon. Et les plateformes de mise en relation, je ne vais pas en citer ici, vous les connaissez pour certaines, qui mettent en relation donc du coup des freelances et des entreprises. Je pense que c'est un modèle d'avenir. Il y a beaucoup de choses qui se plateformisent, qu'on ubérise. Donc évidemment, on va grandir avec, mais à ce moment-là, envie de créer un troisième modèle, une troisième voie, quelque chose d'autre, de nouveau. Un modèle plus vertueux, plus juste, un modèle où en se rassemblant, on est plus fort. Et donc, c'est devenu... Plus humain aussi, peut-être. Comment ? Plus humain. Et plus humain aussi, ouais, tout à fait. Donc voilà, juste, vertueux, humain, exactement. Et de là, en fait, est né le collectif Cosme. Je parle de V1, V2 parce qu'il y a eu en 5 ans et demi pas mal de mouvements, comme vous pouvez l'imaginer. Pas tant dans les gens qui font, puisque en fait, raisonnablement, on est quasiment encore tous dans le coin. Je parle plutôt du modèle, donc du statut juridique notamment, qui fait beaucoup pour ce type, je trouve, de projet. Et on a lancé en EURL, et 5 ans et demi après, on s'est offert une coopérative, du coup. On a basculé en COP. Quand je dis offert, c'est 1 an de travail, donc c'est un cadeau qu'on se fait tous. Et donc on est passé de moi toute seule sur le papier avec un collectif quand même hyper horizontal, très impliqué, à 15 associés. 15 associés, on est tous indépendants, donc chacun a sa structure. On est tous, si vous voulez, freelance/solopreneur en fonction de nos activités. Et en plus de ça, on fait partie de la coopérative, on est associés. Et notre sujet et enjeu de demain, c'est de développer la communauté du collectif Cosme et de se déployer un peu partout une fois que les fondations seront très solides. Merci Pauline. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Digital Village ? Oui. Salut Antoine. Merci de m'accueillir. Content de participer à cette table ronde. J'ai fondé avec Romain Arnold, mon associé, Digital Village il y a 6 ans environ. Au début, Romain avait une agence web et plutôt que de travailler tout seul dans son coin en tant que free, avait décidé de les regrouper dans un même espace et de partager les missions en différents freelances. Alors comme toi, à l'époque, il y a 6 ans, c'était pas trop à la mode. Et ils ont décidé de les regrouper, tout ce petit groupe de free, dans un lieu physique qu'on a appelé des villages. Donc peut-être à la différence de mes deux compères, on a la particularité de Digital Village, c'est comme son nom l'indique, c'est de regrouper des indépendants dans des villages, donc des lieux physiques. On en a plusieurs en France. On a un à Paris, qui est le lieu historique, un à Bordeaux, le deuxième où on a la chance de partager la même région, un à Toulouse, un à Angers qu'on vient d'ouvrir, un à Strasbourg et Marseille. Donc tous ces villages regroupent des indépendants dans le numérique, donc comme notre nom l'indique, et l'enjeu c'est de travailler ensemble et de partager des compétences, bien plus qu'un bureau et une table, c'est de partager des compétences, comme tu le disais, d'avoir des relations humaines entre freelance, bien loin de la plateforme digitale qu'on aurait pu créer alors quand on a lancé le projet. Je me rappelle que tout le monde nous disait « mais vous êtes complètement débile, pourquoi vous ne montez pas un Upwork ?» À la base, avant c'était Upwork avant d'être Malte. Et c'est beaucoup plus scalable.
Et ça nous amusait pas vachement d'être scalable. Ce qui nous amusait, c'était de regrouper ces frics qui étaient tout seuls dans leur coin et de partager du business. Donc on a toujours eu une orientation très 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 business dès le début. C'est qu'on avait un enjeu vraiment de partager des compétences. Donc c'est simple, un graphiste va bosser avec un développeur, va bosser avec un concepteur, rédacteur. Et on a monté une forme d'agence digitale uniquement composée de travailleurs indépendants. Et j'aime beaucoup quand tu parles de... Tu m'as piqué plein de mots, merci. Moi, je parle souvent de V1 et de V2 du travail indépendant. Je considère que la V1 du travail indépendant, c'est une version non organisée du travail indépendant, un peu à la Far West, avec justement ces plateformes qui font qu'on vient piocher des... Je ne sais même pas si c'est des gens, plutôt des TJM sur Internet avec des matricules et des compétences en étoiles. Et je considère qu'on est passé aujourd'hui, et c'est le thème de notre table ronde, à une V2 du travail indépendant, puisqu'on est plus organisé aujourd'hui sous forme de collectifs qui sont très variés. On a deux ici qui sont assez spécialisés. Nous, on est plus généraliste, même si c'est les métiers du digital, mais on en a plein. Il y a des collectifs de freelance de conseils en stratégie. La dernière fois, j'ai rencontré ici des collectifs de free dans l'événementiel. Enfin, bref, tous ces métiers qui sont spécialisés et qui ont vocation à se regrouper pour échanger, non plus que du business, mais c'est des compétences et une structuration de ce travail indépendant en équipe. Et je pense que c'est l'enjeu de cette table ronde. Alors justement, un des enjeux d'un collectif, c'est que c'est bien beau l'idée, on se retrouve tous, etc. Mais il y a à mes yeux deux difficultés. Il y a une première difficulté qui est la difficulté d'aller choper du business, parce que dans un collectif, en général, ce que j'avais observé, moi, empiriquement, c'est qu'il y a peut-être un quart des gens qui ont une mentalité à aller chercher du business et un peu en répartir aux autres, et 80% qui vont plutôt être un peu plus passifs par rapport à ça. Donc comment tu vas faire signer quelqu'un, un client je veux dire, et derrière, comment tu pilotes le projet? Parce que c'est souvent ça aussi le problème, c'est que un client, souvent il va choisir une agence parce que quelqu'un a mis sa signature et il a aussi mis sa tête sur le bio, et on sait que s'il y a un problème, on sait qui blâmer en fait. Et dans les collectifs, parfois il y a une dilution. Ma question, on va peut-être commencer par toi, Louise, mais du coup, comment vous faites pour, en fait, qui vend vos projets? Est-ce que c'est un freelance qui, j'ai trouvé un business et puis il ramène ça pour les autres, ou est-ce que vous avez des profils qui sont des chasseurs? Est-ce que c'est un type de profil? Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, une fois que le client, le deal est signé, comment c'est géré au niveau tout simplement management de projet? Parce que ça, c'est encore autre chose. On trouve des gens complémentaires qu'on peut assembler, mais néanmoins, on a vendu une mission, il y a un planning à tenir, il y a une coordination à faire, et ça, c'est aussi souvent ce que je vois qui pêche dans les collectifs et qui fait qu'on choisit plutôt une agence parce qu'on sait que c'est rodé. Comment vous avez répondu à ces deux enjeux, l'enjeu commercial et l'enjeu derrière de management de projet? Alors, moi, je pense qu'à la différence des deux autres collectifs qui sont là, nous, on est plus positionnés sur du recrutement de freelance. Donc, nous, on travaille assez peu avec des équipes. C'est-à-dire que nous, notre offre, et c'est bien de parler de V1 et de V2, parce que depuis 5 ans, on a eu beaucoup de modèles différents. Et là, aujourd'hui, la V2 de Loukoum, je vais parler de celle-là aujourd'hui, parce que c'est celle-là qui est importante et qui est structurée, c'est de faire du recrutement de freelance. Donc, finalement, aujourd'hui, quand on a une demande d'une entreprise, la réponse, c'est quelle est votre problématique? Nous allons la décortiquer ensemble. Et à la différence d'une plateforme, on va vous dire, vous avez besoin d'un freelance ou de 2 freelances, et le freelance qu'il vous faut, ce sera celui-là. D'accord. Et nous, donc vous qualifiez le besoin et vous sourcez ensuite l'expert. La première valeur de Loukoum, ça va être de valoriser, de comprendre le besoin et donc d'apporter notre valeur d'expert, parce que nous, c'est notre métier, donc on comprend plus que personne la problématique social média. Et ensuite, donc ça, c'est notre première expertise. Et la deuxième expertise, c'est qu'on connaît nos freelances. Donc, en fait, on est un peu une agence matrimoniale, quoi. Non, mais vous faites. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu aussi, j'ai été amené à travailler pour des
pour des chasseurs de tête, et qui, à l'origine, faisaient l'essentiel de leurs revenus sur du placement en CDI, et qui ont bien vu que ça changeait, notamment dans tous les métiers du numérique, et dans des métiers à forte valeur ajoutée, data scientist, etc., et qui se sont mis, en fait, à vachement switcher, à placer des freelances en mission. Et pour certains cabinets, c'est devenu 70% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a un vrai shift au niveau du marché. Comment ça se passe au niveau des commissions ? Il y a des standards dans l'industrie on va dire du recrutement. Vous vous positionnez comment ? C'est un forfait ou c'est aussi une commission sur la première année de salaire ? Juste peut-être avant de répondre à cette question, je vais répondre à la deuxième partie de ta première question sur comment on gère la relation et comment on fait pour rassurer. Parce qu'une fois qu'on a placé le free, c'est bien, mais le client peut aussi se dire ok, il nous a trouvé le free, mais potentiellement on peut avoir d'autres besoins. Est-ce qu'il y a un vrai suivi ? Parce que le mot collectif, on pourra en reparler peut-être, mais le mot collectif ne rassure pas toujours les clients. Non, il peut même faire peur. Donc, on travaille là-dessus. On c'est pourra mieux en parler. Maintenant, mais voilà, donc c'est vrai que nous, on vend aussi non seulement le matching entre le projet et le profil, mais aussi le suivi de projet. C'est-à-dire qu'il y a toujours un interlocuteur chez nous qui va s'assurer que la mission se déroule bien et on ne perd pas le contrôle sur la mission puisque nous sommes les entités facturantes. Voilà. C'est nous qui facturons. Les factures passent par vous. Le client qui vous a demandé de sourcer un freelance, vous lui conseillez, il dit oui, ça lui plaît. Voilà, mais derrière, c'est vous qui envoyez la facture. Voilà, c'est pour ça qu'on a monté une structure. Au départ, le coup était une association, V1, et donc on a monté une vraie structure avec 3 associés aujourd'hui, donc Clémence qui est juste devant moi. Voilà. Et la commission. La question. Oui, du coup, quel est le business model de ce système ? Alors, le business model, il est très simple. J'aime bien dire ça. Quand on a bossé pendant 2 ans dessus. En fait, on facture un recrutement, une presta de recrutement. C'est-à-dire que nous, on fait tout ce travail pour valoriser cet immense travail qui est de construire un réseau de qualité. On facture ce réseau-là. Et donc, on a une presta de recrutement de base. Mais c'est un fixe ou c'est une commission sur fixe. Alors ça, c'est la première chose. On facture un recrutement. Et une fois que le recrutement est fait, une fois que l'onboarding de la personne est faite, on a un pourcentage qui varie entre 15 et 20%. Donc dans les standards de l'industrie. Ouais. Un peu tranche, c'est souvent 20%. Ouais. Voilà. Ça dépend du projet, ça dépend du budget qu'il y a aussi. On essaie d'être intelligent. Et le but étant que le freelance s'y retrouve quand même. Voilà, justement, on n'est pas une plateforme. Donc, Et Pauline, dans votre cas, donc j'imagine qu'au début, beaucoup de missions venaient par toi, parce que tu étais visible, tu étais à l'origine en fait, de ce collectif, et puis en plus avec une personnalité assez facilement publique, outgoing, quoi. Je ne sais pas comment on dit en français, désolé. Mais extraverti. En tout cas, voilà, ça passait beaucoup par toi. Quand on pensait au collectif, on pensait à toi. Et j'imagine que l'émission, au début, venait par toi. Des gens, on va l'appeler, elle connaît des gens, etc. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Comment ça se passe pour trouver du business, en fait, pour les freelances ? Qui trouve ce business pour les freelances ? Alors, par quoi commencer ? C'est assez simple, en fait, Cosme. L'enjeu de Cosme, le modèle de Cosme a été conçu, pensé par ses membres, et non pas que par moi, comme étant un modèle de travail, j'ai dit, le plus juste. Donc en fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité chez nous. On est tous apporteurs d'affaires du collectif Cosme. Donc avec une convention qui dit que si tu apportes tant, tu as une commission sur le... c'est standardisé, ça ? En fait, c'est ça. Il y en a qui détestent aller chercher du business. Il y en a d'autres qui adorent ça, pour qui c'est inné. Quoi qu'il en soit, on est tous freelance à notre compte. Donc, a priori, on a tous, à un moment donné, vocation à aller chercher du business en tant que personne. Ou alors, on a tous vocation à avoir de la demande entrante, si ça fonctionne bien. Et a priori, chez Cosme, les 15 personnes qui sont associées dans le noyau dur sont quand même des gens qui sont talentueux. Et donc, a priori, on a quand même de la demande entrante sans trop se fouler le petit doigt, quoi. Et qui se fait sur la réputation de chacun ou qui se fait sur le nom et la marque ombrelle Cosme ? Sur la réputation de chacun, du coup.
Et ensuite, du coup, à toi de faire le choix ou non de basculer ton projet sur le collectif. D'accord. À contrario de Loukoum et de Louise, et là, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles, mais on adore s'appeler, se challenger, se suivre depuis 5 ans. Nous, je dirais qu'on ne fait pas du tout de volet RH, genre placement de freelance. C'est très grossier, mais je ne trouve pas le bon mot. On crée tout le temps des équipes. Ça n'arrive presque jamais qu'on nous appelle pour un seul freelance. D'accord. C'est-à-dire que chez Cause, on a été jusqu'à 12 freelances sur un projet. C'est Donc vraiment c'est des le projet de A à Z. Donc, c'est des gros projets, des gros budgets. Ouais. Donc, voilà, on vient nous chercher plutôt là-dessus. Je dirais que ce qui est rigolo, c'est que chez Cosme, on est venu nous chercher au tout départ plutôt pour de l'opérationnel, parce qu'en fait, on nous voyait faire des choses. Cosme, au début, il y a 5 ans et demi, on était assez avant-gardiste en termes de créa, en termes de motion design, en termes de DA. Donc les gens, ils disaient, waouh, c'est trop bien ce que vous avez fait, votre site web, il est ouf, le motion, incroyable. Donc les gens venaient dans cette entrée-là. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un gros basculement et on est vraiment aujourd'hui consulté beaucoup plus maintenant en termes de strat. On vient nous chercher pour du design thinking, des ateliers. On vient nous chercher pour du branding de la marque, sur des choses qui nous permettent aussi en fait d'être identifiés dès le départ du projet et du coup de pouvoir ensuite suivre le client complètement. Et pour répondre à ta question en termes de modèle économique, donc on est tous apporteurs d'affaires. Donc au départ, il est vrai, Antoine, tu as tout à fait raison que du coup moi j'avais ma micro-entreprise avant de lancer Cause. Donc ça a commencé par un de mes clients qui était un gros client, gros budget. Et donc ce client-là a fait démarrer, on va dire, la belle aventure de Cosme, mais en fait, hyper vite, tous les gens de Cosme ont été apporteurs de business, puisque tout était fait pour. Quand je dis tout était fait pour, c'était intéressant pour eux, à la fois de faire basculer leur projet sur Cosme, parce que c'est quand même kiffant quand tu es DA ou quand tu es planning strat ou quand tu es stratège en communication, de te dire que une fois que tu as posé ta strat ou ta DA, derrière, tu sais que tu as des mecs qui sont méga capés et qui continuent le projet. Et une fois que le projet il prend vie et qu'il est finalisé, c'est quand même cool que ce soit entre les mains de gens auxquels tu crois. Ouais. Ça, c'est un premier truc. Tu sois Deuxième pas juste chose, une pièce dans l'engrenage, voilà. parce que souvent je le fais freelance se ma mission retrouve DA à et ça être... part vers quelqu'un d'autre. C'est dommage. Ouais. C'est un truc assez frustrant souvent en indépendant. Total. Et il faut faire attention à ça, pas se retrouver à juste être une pièce comme ça, un peu interchangeable et un outil. Tu fais une super DA, l'intégrateur web, il fait un site dégueulasse, ou tu fais un site et le SEO, il est nul, et donc du coup, le site, on ne le voit pas. Bref, nous, on maîtrise toute cette chaîne, et donc du coup, vraiment, nous, ça nous arrive jamais, ou presque. Parfois, on m'appelle, ouais, Pauline, tu connais pas quelqu'un? Oui, bon, si, on a quelqu'un, mais on nous appelle pour vraiment de l'accompagnement stratégique et opérationnel. Donc, c'est là notre plus-value, c'est là-dessus qu'on est bon. Et c'est pour ça qu'on existe. On est un collectif, donc on nous appelle pour faire une équipe collective, quoi. Voilà. Et après, sur le modèle économique, si tu veux qu'on décortique ensemble... oui, juste pour avoir une idée, parce que c'est souvent des choses, en fait, qui en fait conditionnent la vie du collectif. Exactement. Si on a une incentive, si on a une motivation à ramener du business, et comme tu dis, il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a plus de gens qui n'aiment pas ça que de gens qui adorent ça en général. Ouais. Mais il y a toujours une partie des gens qui aiment bien. Et on pourrait même imaginer, pourquoi pas, quelqu'un qui a vraiment la fibre commerciale et peut-être qui vient même de cet univers, rapporte du business, et son rôle, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ouais, plus t'es transparent, de toute façon, plus c'est clean pour tout le monde. Ouais. Du coup, l'enjeu... vous avez mis quoi comme partage? Donc, on signe un deal. Ouais. Le deal est arrivé par exemple, qui peut être par toi. Ouais, mais toi, ça arrive souvent. Mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Mais... Voilà. Non, mais tu sais, en vrai, c'est après 5 ans, c'est très à l'équilibre. Les gens ont tout à y gagner. Et donc, pour terminer ma pensée, c'est à la fois, ils y vont parce que c'est plus intéressant pour eux que le projet soit suivi par d'autres gens de Cosme. Et au-delà de ça, c'est intéressant en termes de business, puisqu'il y a un pourcentage, du coup. Donc nous, c'est très simple. On devise, on facture avec l'entité Cosme, la coopérative, aujourd'hui. Mais ça a le même fonctionnement que le URL, c'était pareil. Tout le monde au même niveau. Donc tout le monde peut apporter du business. On étudie la demande qui entre. On est plusieurs, on a un comité coopératif, donc voilà. On sollicite les experts dans le domaine dans lequel il y a des besoins. On co-construit ensemble la réponse / la proposition. Chacun est libre de noter le TJM qu'il souhaite et le nombre de jours dont il a besoin pour faire sa mission. On n'intervient pas là-dessus, on n'est pas là pour fliquer les gens.
On n'est pas là pour réguler non plus quoi que ce soit. Enfin, voilà, on fait confiance en fait. À un moment donné, il faut être dans la confiance, dans l'autonomisation des parties prenantes. Et après, c'est assez simple. Chacun touche donc 10% d'apport d'affaires. Et ensuite, on reverse aussi 10% à la vie coopérative. Donc aujourd'hui, puisque du coup, on a mutualisé pas mal de choses, de ressources, de logiciels, de Slack, de machin. Et donc du coup, chacun reverse un petit pourcentage pour qu'on puisse continuer à faire perdurer la COP. Et dans votre cas, Bertrand, moi je me souviens au début de Digital Village, quand vous aviez votre site parisien, qu'il y avait une maturité dans votre collectif que j'avais pas beaucoup vu, notamment sur cet aspect, l'aspect commercial, qui souvent était parce qu'il y a un côté romantique dans le collectif, pour avoir vu en une dizaine d'années pas mal de collectifs se déployer. On est ensemble, on est content, etc. Ok, mais il y a toujours cet aspect de la responsabilité, en fait, de la prise de responsabilité. Et la responsabilité, on la prend quand quelqu'un nous donne de l'argent. Et vous, c'est quelque chose que dès le début, vous avez pensé. Comment ça se passe chez Digital Village? Comment est-ce que les projets rentrent et comment est-ce que les freelances travaillent sur ces projets? Ouais, je pense que c'est assez lié à l'organisation du collectif. En fait, pour schématiser, je pense qu'il y a deux grands types de collectifs de free. Des collectifs dits horizontaux et des collectifs dits verticaux. Je te repique un mot, Pauline. Horizontaux, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau, par définition. Et il n'y a pas nécessairement une structure qui vient porter le projet et pour porter juridiquement le projet pour le compte du client et après sous-traiter aux différents freelances. Ce qui est le cas d'un collectif vertical qui ressemble plus à ce qu'on a fait chez Digital Village. Et donc, par nature, comme Digital Village portait le projet du client, on avait nécessairement une ambition pour le client d'essayer de mieux contrôler au maximum le projet et donc la qualité du rendu. Et puis, on a vu évoluer, parce qu'en fait, c'est des modèles quand même qui étaient en construction, on a vu évoluer un autre type de modèle sur le freelancing, qui est celui que tu listais tout à l'heure, donc qui est plutôt de faire de la chasse pour le compte d'entreprise de freelance. Chasse, souvent, c'est assez péjoratif, surtout en France, mais quand il s'agit non pas d'avoir une plateforme qui permet juste de faire une mise en relation, mais quand on connaît vraiment son pool de freelance, qu'on a une approche humaine de ce pool, presque comme un consultant en chasseur de tête, et bien du coup on vient placer le freelance chez les clients. Il y a moins de notion finalement de projet, comme on peut l'avoir chez nous, qui par essence fait qu'en fait on a une multicompétence de free qui sont sur la mission. Donc nous, historiquement, on fait des projets digitaux. Donc quand tu fais un projet digital, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, il y a un développeur, un graphiste, concepteur, rédacteur, quelqu'un qui fait du SEO. Et toutes ces compétences s'enchaînent et ont par nature vocation à s'échanger du business. Parce que quand tu es développeur, tu n'as pas envie de faire l'UX. Quand tu fais l'UX, tu n'as pas envie de faire l'UI. Quand tu es développeur, tu n'as pas envie de faire le SEO. Et donc, tu vas te partager de ton business, tu vas décomposer le projet par compétence, tout simplement. Et donc, vient là le sujet du modèle économique et de la répartition, finalement, de la valeur sur ce projet. Et donc, c'est assez simple, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. À partir du moment où j'ai pas envie de vendre, ma spécialité, c'est d'être développeur ou d'être graphiste, et si c'est moi qui apporte le projet, je vais avoir un fils d'apporteur d'affaires sur ce projet. Donc, c'est exactement le même modèle que toi, avec un système qui va à Digital Village et un pourcentage qui va au freelance qui a apporté le projet, qui est donc de 10% également chez Digital Village par rapport d'affaires et 10% pour Digital Village qui est aussi une coopérative. Et quand tu dis porter le projet, ça veut dire que c'est pas seulement vendre, mais c'est aussi derrière piloter le projet et le rendu. C'est ça oui, aussi, alors de la même manière qu'on vendait des sites internet et donc des projets complexes, on avait besoin d'un chef de projet qui lui-même était freelance et qui organisait sa team. Et qui n'était pas forcément le commercial. C'était deux personnes qui pouvaient être deux personnes différentes. En fait, le commercial, chez nous, ça a toujours foiré. Très rapidement, le collectif, il atteint ses plafonds de verre de chiffre d'affaires.
Et donc, la tentation, c'est d'aller prendre un commercial freelance. Ouais. Sauf que le commercial freelance, en fait, comme tout bon commercial, en fait, il s'en fout de ce qu'il vend. Donc, et surtout quand c'est pas lui qui fait. Désolé, s'il y a des commerciaux. Non, mais c'est vraiment le point clé. C'est un point clé. Et nous, ça a été la panade parce que du coup, en fait, le commercial se foutait sur la gueule avec le graphiste qui lui-même se foutait sur la gueule avec parce que en fait, il était pas lui-même producteur. Voilà. Et donc, on a mis très rapidement fin à ce système. Sachant que souvent en entreprise, c'est volontairement fait comme ça pour que le commercial et celui qui produit soient deux personnes distinctes. Comme ça, tu vendras d'autant mieux que tu comprends pas vraiment grand-chose à ce que tu vends. Et puis l'autre derrière, il y a un truc, il faut délivrer, et du coup, il trouve un moyen de délivrer son truc. Ouais, mais en dans fait, un collectif, ça marche pas vraiment comme ça. Faut quand même avoir en tête que les 3 personnes qui sont à cette table ont créé des systèmes ex nihilo sur la base de rien, parce qu'il n'y avait pas non plus vachement de références. Quand tu as créé la mutinerie aussi, tu étais largement précurseur, et en fait, on devait construire sur une page blanche. Sur une page blanche. Et donc, on a testé des choix qui sont avérés parfois des échecs. Et puis, aujourd'hui, on a quand même des modèles qui commencent à s'affiner avec justement les différents types d'organisations en collectif qui commencent à s'affiner. Je pense que les modèles ont évolué aussi en fonction des demandes qu'on a eues. Je pense que, Pauline, toi, tu te positionnes plus, le collectif se positionne plus comme une agence, en quelque sorte, même si on n'aime pas le mot agence, c'est un peu un gros mot, mais c'est quand même, ça se rapproche d'un modèle alternatif de ce qu'on connaît de l'agence. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens. Dans la capacité à mobiliser. Je te laisse me répondre à ça. Alors que nous, on s'est rendu compte qu'en proposant cette offre, on ne s'y retrouvait pas, parce qu'on est sur un métier, les social médias, l'expertise social média, où on travaille, on peut travailler à 2, à 3, mais on ne travaille pas à 10. Bien sûr. Voilà. C'est aussi parce que vous avez un collectif avec une expertise métier qui est peut-être plus serrée et qui permettent ça. Et sur les collectifs, c'est assez intéressant parce qu'il y a différents types de collectifs. Il y a des collectifs qui sont spécialisés sur des métiers. Il y a des collectifs qui sont spécialisés, donc métiers, ça peut être aussi des métiers, par exemple, que des développeurs, ou ça peut être ça. Il y a des collectifs qui sont plus sectoriels. Donc un collectif sectoriel, c'est un collectif qui est spécialisé sur la mode. Il peut y avoir des photographes, il peut y avoir des gens qui font des sites web, du motion design, mais le secteur, c'est la mode. Il y a aussi des collectifs qui sont des collectifs géographiques et qui sont souvent assez organiques et un peu un état de fait, comme dans des espaces de coworking, où en fait, parce qu'on est ensemble au quotidien, on se refile des missions, puis on finit par se constituer en collectif. Donc il y a différents chemins qui mènent au collectif. Et effectivement, vous, dans votre cas, le fait d'avoir fait le choix... un choix en termes de métiers, les métiers du social media, ça permet aussi ça. Et dans le cas de Cosme, il y a une présence régionale et une présence aussi sur des sujets de SS, etc., qui permet d'une autre manière d'être clair et lisible sur son offre en ayant un fonctionnement différent et en étant capable de dérouler des gros... Moi, j'ai toujours été assez admiratif de voir des collectifs qui signent des choses à 500 000 euros, parce que c'est vraiment difficile et c'est quelque chose qui ouvre un nouveau champ pour les freelances, ça c'est vraiment important, qui est plus du tout celui juste qu'on appelle pour faire un truc, mais qui est carrément la pièce d'une vraie stratégie. Et comme tu disais, vous, au fur et à mesure, vous êtes remonté dans la chaîne de valeur jusqu'à ce qu'on vous demande d'établir des stratégies que vous pouvez dérouler ensuite. Mais ça c'est vraiment nouveau. Il y a vraiment Digital Village aussi, vous étiez vraiment un des premiers, je pense même le premier à faire ça, mais c'est tout nouveau qu'un collectif de free peut attaquer des gros appels d'offres. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, Louise, nous on se bat depuis 5 ans et demi justement pour proposer une troisième voie. Donc on est aux antipodes de ce que font les agences aujourd'hui. Donc on bannit totalement ce mot de notre vocabulaire. Nous ne sommes absolument pas une agence. On n'a même pas de locaux, donc on est aux antipodes de ce que peut être aujourd'hui une agence, clairement. On est sur un autre modèle de travail, horizontal dans les rapports entre les gens qui font le collectif, mais pas du tout horizontaux dans la manière dont on gère nos projets. Ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi une aventure, elle dure depuis 5 ans et demi ? Pourquoi on fait
des millions de chiffres d'affaires en 5 ans. Parce que c'est ficelé, parce que les process, la méthodologie de travail est super ficelée. Donc en fait, aujourd'hui, c'est clair et net. On n'est pas une agence, on ne veut pas en devenir une. Donc pas de locaux, un modèle horizontal, des freelances qui sont au local. Donc clairement, aujourd'hui, on est tout sauf une agence. On ne le deviendra jamais. On n'a absolument pas vocation à avoir, par exemple, des locaux ensemble. Ça ne nous intéresse pas du tout. On est indépendant. On n'est pas du tout salarié, même de cette coopérative. Par contre, on utilise, entre guillemets, on jouit des magnifiques locaux qu'il peut y avoir à disposition aujourd'hui dans chaque ville de France. J'entends par exemple à Bordeaux, on a plein de coworking. On use, on abuse des coworking pour se réunir plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Donc, c'est un fonctionnement qui, il y a 5 ans et demi, n'existait pas du tout. Ça justement, on pourrait reparler on va dire des rituels et des rythmes et de la question du temps et de quand est-ce qu'on se retrouve dans un collectif. Ça peut être très intéressant. Avant d'aller là-dessus, j'aimerais poser une question sur, puisqu'on a ici des freelances ou des freelances en puissance, comment on rejoint? Comment se fait le sourcing? Parce que donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ça tombe bien, j'étais toute seule, mais ils ont l'air sympas, je vais proposer ma candidature. Comment ça se passe concrètement, le sourcing d'un freelance? Comment on devient membre de Loukoum? Est-ce que c'est compliqué? Alors, non, c'est assez simple. En général, on nous contacte, on nous connaît par les réseaux sociaux, c'est souvent comme ça que ça commence. Et on nous contacte par mail et on se raconte et on se dit des choses. Et voilà. Des gens qui sortent de nulle part, qui ont entendu parler de vous parce qu'ils t'ont vu une interview de toi. Voilà. Et puis ils disent tiens, moi je suis sur TikTok. C'est un peu le premier filtre. On voit comment la personne s'exprime par mail, comment elle nous raconte des choses, comment elle s'ouvre un peu à nous. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de filtre. Enfin, tout le monde est le bienvenu dans le réseau. À partir du moment où ils s'inscrivent chez nous. Et quand on trouve un profil intéressant, pertinent par la démarche, en tout cas par ce qu'il écrit, quasiment systématiquement, on propose de rencontrer la personne. Donc on ne rencontre pas tout le monde en réel parce que ça prend du temps, mais en tout cas on fait des visios et on essaye de rencontrer à minima une personne par semaine. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour nous. On le fait ensemble avec Clémence en général, pour avoir... Du 109, quoi, que ça... Oui, et puis en fait, avoir un listing de freelance, ça sert à rien, quoi. Nous, le jour où on nous contacte pour trouver des freelances, si on ne connaît pas un minimum les gens, on est incapable de autant aller sur une plateforme, dans ce cas-là, ça n'a plus... Voilà, et puis en fait, on aime ça surtout. On aime bien rencontrer les gens, donc il y a ça, et puis ensuite... quelqu'un qui a envie de s'investir dans une communauté, il ne s'arrête pas à un mail en général. Si ça se passe bien, on va se rencontrer, on va aller boire un café, on va faire un coworking ensemble. Et tous les gens qui sont dans le cube aujourd'hui, c'est des gens qu'on connaît, qu'on voit régulièrement, avec qui on crée un lien et avec qui certains on crée des liens forts, quoi. Voilà. Mais on n'est pas fermé, on ne peut pas être une communauté fermée. Après, vous êtes obligé de sélectionner parce que vous mettez votre blanc-seing, votre valeur, elle est dans la validation d'une expertise aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut toujours rencontrer des nouvelles personnes, mais il faut que ces personnes aient envie d'entrer dans une communauté. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rejoindre un collectif, mais peu de gens qui ont vraiment envie de s'investir dans une communauté. C'est une manière de consommer. Souvent, on a beaucoup vu ça aussi, c'est « j'aime bien les collectifs, je suis venu pour le collectif ». On avait des espaces de coworking à Paris, souvent il y avait mais du coup une espèce de manière assez passive d'envisager le truc. Je suis venu pour le collectif, il est où? C'est toi entre autres, en fait. Donc si tu as envie, je sais pas, tu sais faire une tarte aux pommes, fais une tarte aux pommes. Non, mais il y a des gens qui contribuent. Je dis l'exemple de la tarte aux pommes parce que t'en as qui ont fait un apéro, viennent avec une tarte aux pommes, c'est sympa. Enfin, et puis t'en as c'est vrai, qui parfois attendent un petit peu, ils viennent un peu consommer le collectif. Exactement. Et c'est souvent ceux en plus qui en parlent le plus, qui viennent le collectif, j'adore les collectifs. En fait, ils cherchent des gens qui font le taf à leur place. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir... On sent un peu de frustration quand même sur la tarte aux pommes. Il y a toujours de la frustration quand on gère un collectif. Ouais, mais moi, ça fait suffisamment longtemps que j'en gère plus pour plus être frustré. J'ai oublié.
J'ai oublié, mais je me souviens d'une tarte aux oignons très bonne. Mais enfin, bon, chacun contribue de manière différente, mais c'est vrai, moi j'ai géré des espaces de coworking et du coup c'est vraiment au quotidien des freelances qui sont ensemble, qui partagent leur vie, leur quotidien. Ça on n'en a pas forcément parlé parce qu'ici on parle, on va dire, du collectif au sens large, mais si vous vous lancez et que vous savez pas vraiment par où commencer, je vous recommande d'aller regarder s'il n'y a pas des espaces de coworking à côté de chez vous, parce que le collectif il prend souvent source dans un quotidien partagé en fait. Et parfois, il n'y a même pas besoin de faire du business ensemble, juste se réveiller chez soi, partir au boulot comme n'importe qui, avoir sa journée, rentrer chez soi après. Tout ça, ça aide. Et avoir des collègues, des gens, comme disait Can à la conférence d'avant, qui partagent ton quotidien. Ça aide énormément parce que sinon, tu es environné, si jamais tu n'es pas dans un environnement particulièrement de freelance et que dans ta famille ou tes amis, les gens sont plutôt dans des postes salariés, tu as l'impression effectivement de faire un rêve éveillé et d'être à moitié fou. Donc tu as besoin de confirmer ta réalité auprès d'autres personnes. C'est assez important et les espaces de coworking permettent ça. Sur la partie donc rejoindre Cosme, est-ce qu'on peut par exemple rejoindre Cosme si on n'est pas en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que c'est un critère? Est-ce que vous avez un système de formulaire et de qualification? Comment on vous rejoint? On est nul à chier. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être bon, donc ça veut dire que vous êtes bon. On est très très mauvais. Ça fait 5 ans qu'on existe, c'est, je dirais, le sujet qu'on n'a pas réussi à craquer au départ. Moi, je crois en une chose, voyant Cosme évoluer, être en forte croissance, je crois en une chose, c'est au nombre, à la taille humaine, à la taille critique qui fait que ça fonctionne depuis 5 ans et demi. La preuve par l'exemple, quoi. À un moment donné, tu peux raconter ce que tu veux. Là, aujourd'hui, il y a 5 ans et demi d'ancienneté, il y a un des collectifs sur le devant de la scène, ça fonctionne. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est qu'on n'est pas plus de 20 dans le noyau dur. Ça, c'est mon parti pris, notre parti pris chez Cosme. Et ça, c'est un truc qu'on a validé dans la V1 de Cosme au tout début. Parce que j'ai plus 10 ans de collectif à mon actif. Avant, j'étais au collectif WeShare. Antoine, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai beaucoup appris aussi chez WeShare. Et j'ai retenu les choses positives et les choses négatives. Et il y avait un truc qui était la taille critique. Et ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne, et je pense que tu nous diras ce que tu en penses, mais c'est ça. Là où on est mauvais, c'est qu'on a eu, victime du succès un peu du lancement de Cosme, qui a eu une grosse visibilité à son départ depuis 5 ans. Et pour vous, c'est pareil. On a été un peu précurseurs dans le lancement de ces modèles-là. Et donc, du coup, il y a eu comme une affluence, en fait. Et franchement, on a eu des milliers de demandes. C'est-à-dire, sur le site, on a eu des milliers de demandes. Et tout le monde nous dit « Bonjour, on a essayé de vous contacter, mais on n'a jamais eu de nouvelles. » Ouais, on n'arrive pas, parce qu'en fait, on n'a pas du tout les capacités en fait, de gérer ça. Ce qui est superbe, c'est que l'histoire n'est pas terminée et qu'on est prêt pour les 10 prochaines années, attention. Et en effet, le changement de statut juridique nous ouvre, là, aujourd'hui, et va nous permettre de basculer. Mais est-ce que vous avez envie d'être plus nombreux? Parce que tu me parles de la masse critique et c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Parce qu'en fait, étant donné que les collectifs reposent pas par la contrainte, mais plus par la confiance, elle se perd avec le nombre aussi. Total. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qu'on connaît très bien, qu'on retrouve dans toutes les organisations, ou même dans l'armée, par exemple, 6, 30, 150. Enfin, c'est des chiffres qui correspondent à une réalité sociologique. Vous pouvez aussi peut-être à un moment être dans une position où on dit non, en fait, là, on est suffisamment nombreux. En fait, inutile d'envoyer votre candidature, on n'a pas envie de se prendre plus la tête parce qu'on sait qu'au-delà de 15, c'est pas gérable. Ouais. C'est peut-être. Alors du coup, nous, on est donc 15 associés, mais on a une centaine de freelances qui gravitent autour de nous, qui aujourd'hui, donc du coup, vont pouvoir devenir membres de la coopérative, donc associés en prenant une part dans la SIC. Et je savais pas que Digital Village était en SIC, en plus, trop cool. Et en fait, et ça va être super. Et là, du coup, la V2 de Cosme est en train de se préparer. Et donc là, pour 2024, il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. Et en effet, on va être très, très orienté communauté. Et là, on va faire grand, quoi. Donc, on prépare des belles choses. Et dans votre cas, est-ce que vous êtes aussi résolu à dire on a trouvé le bon modèle? Vous, ce qui est particulier, c'est que vous avez à la fois une communauté distribuée avec un outillage. Ça aussi, vous avez été un des premiers à développer des outils en propre pour gérer votre communauté, ce que peu de gens ont fait. Généralement, ça se reposait sur des outils un peu que tout le monde utilise, des Google Docs, mais vous avez votre infrastructure.
Et vous avez aussi des lieux dédiés, ce qui n'est pas rien, parce que tu as une dimension immobilière, du coup ça veut dire aussi beaucoup de coûts fixes qui foutent une pression sur le collectif que tu n'as pas quand tu n'as pas de... Enfin, ça change vraiment la physionomie, parce qu'il faut faire rentrer du business, en fait, quand tu as tous ces coûts fixes-là. Comment vous gérez ça, le Digital Village V3, il ressemble à quoi? C'est le même que la V2, mais où on a plus de temps libre, ou c'est plutôt une version où il y a plus de villes ouvertes? Comment vous voyez la suite là-dessus? Je suis ravi que tu connais vachement bien Digital Village. On se connaît depuis mieux que moi. Ouais. Ouais. Non, notre sélection, elle se fait en partie parce que justement, tu as envie de rejoindre un village. Donc j'ai envie de rejoindre Bordeaux, j'ai envie de rejoindre Paris. Et j'ai envie de partager une tarte aux pommes. À partir de et un bureau, évidemment. Mais à partir du moment où on fait l'effort d'aller dans un lieu et où on apprend à se connaître parce qu'on est physiquement dans ce lieu, on va avoir plus d'appétence à mieux connaître le freelance, ses capacités et peut-être l'envie aussi de le vendre et de faire un projet avec. Donc ça, c'est le premier point, c'est une sélection par le physique qui est particulièrement importante, plus importante dans les villes de province que Paris, où Paris, c'est un peu plus la jungle et il y a un peu moins d'engagement. Ouais. Donc ça, c'est l'élément important et une forme de filtre sur la volonté de participer au collectif, qui est assez tropisme, puisqu'on a eu certaines personnes qui sont venues en disant bah voilà, je viens au cowork, mais tu m'apportes du business. Bah non, l'objectif du collectif, c'est que tu apportes du business parce que tu es dans le collectif et que tu en apportes aussi à tes compères. Voilà, donc ça, c'est les forces et les faiblesses de notre modèle. Et comme je l'ai dit au tout début, nous, on reste sur notre ligne qui est d'ouvrir des villages physiques. On a une ambition d'ouvrir une dizaine de petits villages. Vous continuerez à en ouvrir sur des nouvelles villes et des nouveaux sites. Ouais. Et nous, ce qui nous éclate sur le côté participatif, donc la V3, comme le disait Pauline, c'est d'essayer de faire en sorte que les villageois, on les appelle comme ça, puissent capitaliser sur la possession immobilière de leur village. Ça, c'est très malin encore, parce que ça répond à plusieurs enjeux. Il y a souvent un enjeu capitalistique en fait dans ces collectifs et ces regroupements. C'est quelque chose qui en général n'est pas très clair. Et là, vous répondez à un autre enjeu qui est hyper important pour des freelances, c'est celui de la retraite entre guillemets, parce que si en gros tu crées une foncière et que chacun participe au nouveau bâtiment d'Angers et je ne sais pas quoi, et qu'à la fin c'est une espèce de SCPI, mais plus clair, plus lisible et qu'on construit ensemble. En fait, tu vas payer ton cowork. Alors, Angers est un bon exemple puisque c'est le premier village qu'on a acheté. Et donc, l'enjeu, effectivement, est de libérer des parts de ce village pour les coworkers, les Angevins, mais également les autres membres de Digital Village. Et donc, pour faire la boucle avec ta question, je crois beaucoup à la limitation du nombre de freelances par village. On fait toujours des petits coworking. Angers, ça fait 1600 mètres carrés, mais dans les 1600 mètres carrés, en fait, finalement, on n'a que 400 mètres carrés de coworking. Donc, c'est une trentaine à chaque fois de personnes? En fait, on s'est rendu compte, parce qu'au début, on était 15 à Paris, et on s'est rendu compte que 15, c'est le nombre idéal. Dès que tu commences à être 30, tu peux plus aller rester ensemble, tu peux plus bouffer une tarte aux pommes ensemble. Et ça commence à devenir compliqué à gérer. C'est rare d'appeler un restaurateur en disant salut, on est 30, tu vois. Ça complique tout, quoi. Au-delà de 15, c'est compliqué. C'est une question de fluidité dans les échanges, fluidité dans les projets. C'est moins la famille. C'est moins la famille. Et après, j'aime pas trop ce terme, pardon. Mais tu vois, ce truc-là de se dire, on est quand même dans le respect. Alors, tu disais, Louise, pour certains, on devient amis, mais en fait, c'est en ça qu'en fait, nos modèles sont différents. La frontière entre le pro et le perso sur ce type de modèle, de collectif, quel qu'il soit, que ce soit le modèle de Digital Village, de Loukoum ou de Cosme, c'est que tu crées des liens avec des gens qui sont extrêmement forts, que tu ne trouverais pas d'ailleurs dans des modèles traditionnels. C'est pas du tout la même posture entre les membres. C'est pas, tu vois, t'as pas l'ascendant sur ces gens. Tu n'es pas leur gourou, c'est pas leur boss, quoi. Et donc en fait, rien qu'en ça, on est aux antipodes d'un modèle traditionnel. Surtout, on ne l'est pas, en fait. Ce qu'on défend, de par nos modèles,
Je crois que c'est justement qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui existe et qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, moi, je suis contente de voir que les modèles se multiplient. Bravo, parce que c'est vraiment un truc, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Et c'est pas pour rien que les modèles existants dont on peut se plaindre existent depuis longtemps. C'est parce qu'ils remplissent aussi un certain nombre de questions, pas forcément de justice, mais en tout cas d'efficacité. Donc c'est assez difficile de joindre les deux. Merci beaucoup pour votre témoignage. On m'a fait signe qu'il fallait arrêter. Je sais pas, on peut prendre une question s'il y a une question. C'est pas si vite. Ouais, une question. Alors, attends. Antoine, moi je me sauve parce que je dois aller récupérer des enfants qui vont être seuls devant leur école. Très bien. Alors attends. Salut. À bientôt, Bertrand. Je te remercie. C'est super de te rencontrer. Bravo. Allô. Bonjour, merci pour ces témoignages. Moi, je suis Céline, je suis freelance en direction de projet communication et je viens du monde de l'agence, donc je comprends bien tout ce que vous dites. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement en ayant créé une troisième voie, quel que soit le modèle, si on l'exprime comme ça, c'est quelle est la perception côté client, côté annonceur, côté marque, parce que vous n'en avez pas encore parlé et aujourd'hui... Dans la pléthore d'offres, et c'est très à la mode aujourd'hui de faire appel à des free pour plein de raisons, pour des raisons d'économie, de coûts et autres, versus des tonnes d'agences qui aujourd'hui se sont spécialisées, ou d'offres qui se sont spécialisées, puis qui maintenant se regroupent en écosystème, puisque quand on suit le milieu de la com et de la pub, ça bouge un peu, mais en fait ça se construit, ça se déconstruit, ça se reconstruit, enfin bon, rien de très neuf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la vision côté marque annonceur, et la perception, surtout quand on utilise le mot collectif. Est-ce que comment c'est perçu aujourd'hui chez eux, chez vos clients? Est-ce que c'est un avantage, un atout? C'est une super question, j'adore. Je démarre. Vas-y. On peut encore faire 30 minutes, je pense. Non, mais j'aime beaucoup. Rapidement, du coup, en 1 ou 2 minutes, il y a une grande différence entre il y a 5 ans et demi et aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il y a une légitimité, il y a un collectif structuré, il y a des fondations solides, il y a une gouvernance actée, il y a un statut juridique qui a évolué, il y a un chiffre d'affaires en croissance chaque année. Voilà, en fait, ce qui se passe d'année en année, c'est qu'il y a des références, il y a de la légitimité. Donc ça c'est super. Et donc, en fait, aujourd'hui, clairement, on peut gagner des projets, des marchés à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros face à des grosses boîtes. Il y a 5 ans et demi, c'était quand même pas la même. On va pas s'emballer. Il y a 5 ans et demi, c'était pas la même, puisque on était un peu les premiers à utiliser le mot collectif de freelance, et à en définir les contours, et à en définir le cadre. Et donc, ce que je raconte souvent, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 5 ans et demi, avant de vendre le modèle de Cosme, avant de vendre des prestats, je devais vendre un modèle de travail, et je devais définir ce qu'était non pas le collectif, ce qu'était le freelancing, le freelance. Parce qu'à l'époque, il y a 5, 6, allez, 7, 8 ans, c'était pas du tout dans l'air du temps comme aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on a un gros capital confiance parce qu'on a assis notre position au niveau national et voilà, les gens, ils nous connaissent, ils connaissent Cosme. Voilà, en fait, maintenant, c'est sexy de bosser avec un collectif de freelance. Encore faut-il derrière... J'allais dire, encore faut-il bien assurer derrière et bien délivrer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, c'est plus sexy de travailler avec des freelances en 2023 qu'en 2017, 16, 18, là. Il n'empêche que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je sens, moi, il y a quand même une grosse bascule et on bosse sur des projets ou des marques aujourd'hui qui nous font confiance et qui, aujourd'hui, viennent bosser avec Cosme parce que nous sommes un collectif de freelance et qu'ils en ont marre des agences. Ce qu'ils disent, hein. Ils ont envie d'autre chose. C'est aussi lié au choix que tu as fait par rapport aux clients que tu avais envie d'accompagner, non? Oui. C'est aussi un choix que tu as fait. Total. C'est-à-dire qu'en étant sur le développement territorial de ta région, en étant sur l'ESS, en étant sur des projets de type coworking, tu trouves des gens qui culturellement sont déjà assez favorables à accueillir ce genre de pratique. Ouais. Parce que un type standard qui est acheteur et
il veut juste, comme n'importe qui, et pas prendre de risques. S'il signe une grosse agence et que la grosse agence merde, on va attaquer la grosse agence, on est très déçu. S'il signe un collectif et que derrière on lui dit c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là avec son collectif, il va se faire taper dessus. Donc moi je peux dire ça parce que c'est une résistance qu'on remarque quand même beaucoup. Et là, ce qui se passe avec la conjoncture qui se tend un peu, c'est qu'on a l'impression que soit on fait appel à une grosse agence parce que déjà elle ne va pas faire faillite dans les 6 mois, et soit on fait appel à des freelances one shot parce que ça coûte pas cher et que c'est pas trop d'engagement, et les agences de taille moyenne galèrent un peu à se retrouver entre les deux. Et donc on pourrait aussi présumer que des collectifs puissent le faire. Enfin, en tout cas, tant mieux que tu n'aies plus besoin de rassurer, mais je pense que c'est aussi lié, et c'était assez malin de votre part, culturellement, tu es parti là où les gens pouvaient être favorables en fait à ces collectifs. Mais je pense qu'il y a des secteurs où c'est plus compliqué. Nous, on a besoin de rassurer régulièrement. On se justifie en permanence. Donc, le mot collectif est très associé au monde associatif, artistique, tout ça. Et donc, nous, on a fait le choix de plus en plus d'avoir un discours un peu différent quand on parle aux freelances. Parce qu'au final, nous, on a 2 cibles. On parle aux freelances avec la communauté et on parle aux entreprises pour vendre notre offre. Et quand on parle aux entreprises, on utilise moins le mot collectif. Enfin, en tout cas, on l'utilise pour dire que Loukoum est un collectif à la base. Mais on insiste plus sur la structuration de notre offre et la clarté de notre offre que la dimension communautaire, parce que ça, c'est pas ça qui rassure les clients. Non, souvent, ils s'en fichent. Et parfois, en fait, c'est une forme d'intimité de votre groupe à vous. Exactement. Et c'est pas forcément ce que le client va chercher, à moins que ce soit un client qui a un engagement, parce qu'il a une vocation qui n'est pas juste une vocation de profit, quoi. Merci beaucoup. Il y aurait pas mal encore de choses à dire, mais on doit y aller, on a déjà débordé. Je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Vous voyez, il y a des nouvelles formes d'organisation qui émergent, et en étant freelance, on peut en faire partie. Donc ça, c'est vraiment un truc chouette. Encore une fois, quand on est freelance, on n'est pas tout seul. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore lancés, rassurez-vous là-dessus. Merci beaucoup.